depuis son jeune âge de porter en lui l'idée de la révolution. Mieux encore, d'en faire quelque chose d'existentiel. Et voilà que la révolution est là. Soudaine, comme dirait Fatih ibn Islam, ou arborant son sourire malicieux, comme écrivait le Marocain Mohamed Sraïr Janjar dans un beau texte publié une dizaine de jours après le 14 janvier. Une révolution qui débarque sans crier gare. Et peut-être au moment où on s'y attendait le moins. Mais je dirais presque, sauf pour Papy. Depuis que je l'ai connu à Bourg-Jérôme, en 1996, il n'a cessé de répéter que tout dépassement de la situation ne pouvait se faire qu'à la condition de démanteler complètement le parti unique, gangrène fondamentale du pays. Il a beaucoup écrit à ce sujet, et il faut reconnaître que beaucoup de ses camarades, dont je fais partie, et aussi de moins camarades, voyaient dans ses dires quelque chose qui rimait avec utopie, ou dogmatisme, ou encore décalage, par rapport à un phénomène tellement ancré dans le paysage politique et dans la réalité, qu'on ne voyait pas comment on pouvait en faire un slogan ou une demande mobilisatrice, même si on partageait le feu. Et depuis que je l'ai connu, il n'a cessé de porter cette dose d'optimisme, je dirais sidérante, révoltante, effrontée, et qu'à vrai dire, je nommais débile chaque fois que je m'énervais contre lui. Dans ce livre, paru tout récemment, Papy essaye de nous donner quelques clés de son infatigable optimisme et son inébranlable confiance dans la marche triomphante de l'histoire. Le mur de Berlin a entraîné dans sa chute l'écroulement de beaucoup d'autres choses, dont notamment des idées et des chaînes de pensée, aussi bien de gauche que de droite. La gauche, dit-il, au lieu d'interroger ses convictions, de remettre en cause ses certitudes, de reprendre les raisonnements comme le ferait tout scientifique devant l'échec d'une expérience, elle a tout simplement renoncé à l'outil d'analyse, le marxisme, et même l'analyse tout court. Quant à la droite, en l'absence de l'aiguillon de gauche, elle s'est bêtement endormie sur la certitude. Papy, lui, refuse de jeter l'enfant avec l'eau du bain. La crise de 2008 a brutalement remis les théories de Marx en lumière, dit-il. Il n'y avait pas d'autre analyse de la crise et plus encore du système capitaliste hormis celle du marxisme. Seulement les penseurs de gauche se sont fourvoyés dans des discours sur la moralité et la moralisation du capitalisme pour aboutir entre autres à ce qu'il a appelé l'idéologie des droits de l'homme. Mais revenons très vite sur le livre et sa structuration. 5 thèmes majeurs le ponctuent. L'idéologie du développement, avec ce qu'elle a engendré comme mythe et échec, et bien sûr, conséquences sociales. L'idéologie des droits de l'homme, ou le passage d'un corps de principes, dit-il, à une idéologie. Encore un échec, ou du moins une grosse problématique. État et société civile, dont il a développé les tenants et aboutissants, en revenant à la conception de l'État, de la société. Je vous laisse le loisir de lire toutes ces parties-là et ces développements. Blocage de la transition, et enfin le rapport entre idéologie et politique, ainsi que le rôle des intellectuels et des partis. Un dénominateur commun qui traverse tous ces thèmes, c'est celui de l'absence d'un contenu de classe et l'absence d'un matériau d'analyse qui puisse saisir les réalités dans leur profondeur, chose qui a manqué à l'idéologie du développement, qui a fonctionné en ignorant, là, dit-il, je cite Papy, qu'il n'y a pas de techniques qui ne contiennent en même temps des rapports de production, et qui a leurré son monde au nom d'une union nationale conduite par l'État qui agit au nom de tous et pour le bien de tous, d'où la grande dérive autoritaire. Idem pour les droits de l'homme, idée forgée à travers l'histoire de la représentation que l'humanité s'est faite
les trois grands moments clés de la transformation de l'imaginaire collectif, je cite la révolution de 17 ans en Russie qui a donné corps aux idéaux de celle de 1789, l'entrée de la femme et de la cause féminine dans le champ public, et enfin la révolution iranienne qui, au-delà de ces contingences, a démontré que des idées peuvent devenir des forces matérielles et permettre à un peuple démuni d'abattre l'une des plus puissantes des machines répressives. Sauf que ces idées ont vite fait d'être récupérées par les gouvernants et les puissants. On a un puissant corps d'idées dominantes qui permet jusqu'à aujourd'hui de combattre la liberté et les couches populaires, ainsi que les pays dominés au nom de ces principes mêmes. Je n'irai pas plus loin concernant le livre, en vous laissant tout le loisir de le découvrir. Maintenant, quel commentaire je pourrais faire, sinon, ce qui se passe depuis le 14 janvier m'interpelle à plus d'un titre, et la lecture de ce livre m'interpelle aussi, du moins sur un point fondamental, celui de la trame de fond, de ce grand mouvement qui a fait lui aussi tomber tant de certitudes et surtout dévoiler tant de vérités, à commencer par la vérité de classe. J'entends par là, si on se remet dans ce grand moment du 14 janvier, et qu'on se rappelle de ce large passionnel qui s'est installé à travers le pays entier, et où je dirais presque que l'aspect poétique, l'aspect immatériel qui nous a tous pris dans les filets de la beauté de ce grand geste et de cette grande geste. Et qui nous, en tout cas pour les gens qui a presque inhibé un peu la réflexion. Ce qui est tout à fait, ce qui est humainement normal, parce que l'attitude première, c'était de vivre sur le mode de la patience qui s'est passée. Or, une semaine, 2 semaines au maximum après, ce que j'appellerais idée peuple, cette existence peuple, a commencé à se dissiper petit à petit pour laisser place à la société. C'est-à-dire on passe de la poésie à la sociologie, à la lutte de classe. Et on a vu petit à petit se déclarer une guerre de sens. C'est-à-dire que chaque catégorie sociale, à travers ses intellectuels ou ses voix, essayer de capter ou de donner une signification à cette révolution dans ses mots à elle, et à partir de ses propres intérêts. D'où on a vu la Kasba'a qui était beaucoup plus hétérogène que la Kasba 2. Suite à la Kasba 2, il y a eu la Qubba. À chaque moment, correspondait derrière, disons, des couches ou des franges qui exprimaient à la fois leur peur et entre autres la peur de l'autre. On se rappelle, moi je me rappelle bien en tout cas que dans la phase face à face Kasba Qubba, au-delà des voix rationnelles ou de sagesse qui étaient conscientes et qui ne voulaient pas que les choses aillent là, mais au-delà de ça, il y a eu, si on prend
le catalogue des, comment dire, des blagues qui sont sorties, elles sont tellement connotatives, et on avait l'impression que la plèbe assiégeait la ville, que cette irruption du peuple dans le champ visuel de l'histoire a dérouté plus d'un, à créer des peurs, à engendrer des phobies même, au point où il y a des moments où, en discutant la question qu'on se posait, est-ce que cette peur de l'islamisme, cette peur de ce fond conservateur qui a commencé à vouloir se développer dans la lumière, ne cache pas un peu aussi une peur du peuple perçu comme plèbe. Et ça, je crois que, pour revenir au livre de Papy, c'est que nos instruments de mesure, notre arsenal de lecture ne nous préparait pas avant de comprendre, à reconnaître d'abord, à désigner, à mettre les mots sur les choses. On a vécu une période où les mots couraient derrière les choses. Et les choses résistaient ou rechignaient à vouloir rentrer dans nos catégories. C'est en cela que j'ai parlé d'une comment dire, d'une pas incapacité, d'une chute, d'un aveu d'échec, disons, de tout un écroulement de beaucoup de certitudes. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, et là, je crois que nous entamons une deuxième phase où suite à ce tremblement, la tectonie commence à reprendre un peu sa place et les configurations commencent à se dessiner, ou disons à être mieux perçues. La question qui demeure maintenant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à faire en termes de lutte. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a à faire en termes de lutte? La question ne se pose pas, la lutte elle se fait spontanément, mais en termes de compréhension, en termes d'emprise sur la réalité par l'intellect. La chose était un peu difficile au départ, et c'est pas pour rien qu'on a vu beaucoup de plumes se taire, beaucoup d'intellectuels en désarroi, beaucoup d'artistes, de créateurs en désarroi, ce qui est tout à fait compréhensible. Il fallait un peu de distance, il fallait un peu de recul pour pouvoir faire fonctionner une intelligence sur les choses. Là, je crois qu'on est à un carrefour, à un moment où l'intelligence doit se développer pour pouvoir dépasser la production d'une parole qui conjure le mal, mais d'une parole qui essaye de, pas de rassurer, mais disons, mais de rendre plus intelligent pour savoir naviguer dans cette complexité. Voilà, je ne veux pas aller encore plus loin, je laisse à Papy donc à la fois de
présenter son livre et certainement de tirer les fils aussi vers la situation aujourd'hui.